Bonjour à tous. Donc, lors de cet atelier virtuel, on va voir aujourd'hui ensemble comment explorer un genou douloureux en échographie. On sait très bien que les pathologies du genou n'épargnent aucune tranche d'âge et que pour cela, on doit avoir une démarche diagnostique rigoureuse, basée certes sur la clinique qui fait partie primordiale de notre démarche, mais l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment est-ce que l'échographie peut nous apporter une orientation diagnostique. Alors, en pratique, quand on fait un examen échographique du genou, on est amené à répondre à une question clinique. Pour cela, l'examen du genou se divise en 4 compartiments. Donc, l'étude du compartiment antérieur, le compartiment médial, le compartiment latéral et ensuite le compartiment postérieur. Nous allons commencer par l'étude du compartiment antérieur et nous allons voir ensemble les pathologies de l'appareil extenseur, notamment celles du tendon quadricipital et du ligament patellaire. Ensuite, nous allons voir la recherche des épanchements intra-articulaires ou bursales. Ensuite, les anomalies cartilagineuses. Et enfin, les différentes étiologies du syndrome fémoro-patellaire. On va commencer par l'étude du tendon quadricipital. Alors voici notre tendon quadricipital que vous voyez ici. Alors pour l'examiner, on demande au patient de faire une flexion de 30 degrés, comme vous voyez là, où on met un coussin en dessous du genou pour stabiliser le genou. Notre tendon quadricipital, comme vous le voyez sur cette image, il a un aspect hyperéchogène, fibrillaire, à bord parallèle, souligné au-dessus par la graisse sous-cutanée, en dessous par la graisse suprapatellaire. Il a un aspect trilamellaire avec 3 couches, une couche superficielle faite des fibres du droit antérieur, la couche intermédiaire faite des fibres venant du vaste médial et du vaste latéral et une couche profonde venant du vaste intermédiaire. Alors ce tendon quadricipital, il s'insère sur le bord supérieur de la patella, qu'il ne faut pas hésiter à balayer sur toute sa largeur, comme on voit ici, à la recherche d'anthésopathie, d'érosion ou de calcification qu'il faudra confirmer en coupe transversale. Alors il faut savoir que les pathologies du tendon quadricipital, elles sont dominées, contrairement à ce que l'on pourrait penser, par les ruptures, et qui sont souvent méconnues sur le plan clinique, se manifestant par des douleurs de la face antérieure de la cuisse, et qui sont exacerbées par l'extension contrariée du quadriceps. Alors ces ruptures, quand elles sont ici, on va les chercher à 1 ou 2 cm de l'insertion patellaire. Ça se manifeste sur le plan échographique par une solution de continuité, donc une plage hypoéchogène au sein du tendon. Il est difficile de faire la part des choses entre une rupture complète ou une rupture partielle. Dans ce cas-là, on peut s'aider d'une manœuvre dynamique en faisant une translation ou un glissement en distal de la rotule. Et si cette plage hypoéchogène augmente de taille, ceci signe la rupture complète. Alors, autre que les ruptures du tendon quadricipital, il y a les tendinopathies du tendon quadricipital. Alors, les tendinopathies du tendon quadricipital, il y a les tendinites inflammatoires et les tendinoses d'origine dégénérative. Alors, puisque les mécanismes physiopathologiques de ces 2 lésions sont intriqués, il est difficile de faire parfois la part des choses en échographie. Chose est sûre, c'est qu'ils ont des anomalies qui sont en commun, telles que la présence d'un épaississement du tendon, d'un aspect hypoéchogène du tendon, perte du parallélisme des bords et perte de la définition des marges. Ceci dit, il y a certains signes, notamment au niveau de la vascularisation, qui permet de faire la part des choses. Pourquoi? Parce que dans les tendinoses mécaniques, au niveau anatomopathologique, c'est une dégénérescence mucoïde des fibres et une prolifération angiofibroblastique, ce qui fait que la vascularisation elle est intratendineuse, contrairement aux tendinites inflammatoires où la vascularisation, dans ce cas-là, elle serait en périphérie du tendon. Alors, qui dit tendinite inflammatoire, souvent ça s'associe à des anthésopathies qui se manifestent sur le plan échographique par des lésions structurales et des lésions inflammatoires. Pour ce qui est des lésions inflammatoires, il s'agit de l'épaississement du tendon, mais aussi un aspect hypoéchogène du tendon qu'il ne faut pas confondre avec
Donc un autre artefact d'anisotropie, c'est pour ça qu'on demande aux patients de faire une flexion de 30 degrés pour tendre au mieux le tendon quadricipital. Et aussi, c'est la recherche de vascularisation très proche de la corticale à moins de 2 mm. Ceci pour les lésions inflammatoires. Pour ce qui est des lésions structurales, on va rechercher l'antézophyte, l'érosion, la calcification qu'il faudra confirmer dans 2 plans orthogonaux. Donc on continue notre examen et on va descendre cette fois-ci plus distalement sur la patella qui est là. Alors la patella, elle n'est pas très intéressante à explorer en échographie, à part le fait qu'on peut voir une patella bipartita. Dans ce cas-là, on aura une rupture de la corticale osseuse qu'il ne faut pas confondre à tort avec une fracture de la patella. Dans ce cas-là, en cas de fracture, il y a une clinique derrière évocatrice. On peut avoir un cal osseux et une vascularisation au niveau de ce cal osseux. On continue notre exploration pour voir le ligament patellaire que vous voyez là. Donc, il s'étend, il s'insère de façon très étendue sur la rotule et de façon très large. Donc, il ne faut pas hésiter à aller balayer ce tendon quadricipital dans toute sa largeur à la recherche de signes de pré-rupture, d'antézophyte, de calcification ou d'érosion. Alors, chose importante, c'est qu'il faut explorer la partie toute distale profonde de ce ligament patellaire. Pourquoi? Parce que c'est une zone élective qui peut être touchée dans certains sports, notamment les sports de saut, tels que, par exemple, chez les sportifs de haut niveau, tels que les basketteurs, les handballeurs, les athlétistes. Et on peut également les voir, ces pathologies-là, chez les sportifs amateurs, lorsqu'ils ont une mauvaise technique de réception. Dans ce cas-là, ils sollicitent énormément cette zone, d'accord, qui peut être le siège en échographie d'un aspect hypoéchogène, désorganisé et même d'un signal Doppler. C'est ce qu'on appelle le jumper's knee ou le genou du sauteur. Et il ne faut pas hésiter à faire un examen comparatif avec le côté contralatéral. Alors toujours dans la même zone, mais cette fois-ci sur la corticale osseuse, d'accord, chez des sujets plus jeunes, chez des enfants ou des adultes, donc chez des adolescents de jeune âge, on peut voir un aspect désorganisé de la corticale osseuse qui peut être émietté, fragmenté, avec même des fragments en intratendineux et une anomalie du ligament patellaire en regard qu'on peut visualiser. Et ceci entre dans le cadre d'une ostéochondrite de croissance qu'on appelle le Sanding-Larsen-Johansson. Alors, notre ligament patellaire, il s'insère distalement sur la tubérosité tibiale antérieure, comme vous le voyez ici, de façon très large aussi. Donc, il faut bien balayer sur toute sa largeur, comme on le voit là. Alors, pareil, sur cette insertion, donc sur la tubérosité tibiale, on peut avoir l'aspect d'ostéochondrite que vous connaissez très bien, c'est le syndrome d'Osgood-Schlatter. Donc, on a les mêmes signes. Un aspect donc segmenté, fragmenté de la corticale osseuse avec parfois des fragments enchâssés dans l'espace ligamentaire. Alors, au-dessous et en dessous de ce ligament patellaire, il peut y avoir des hypertrophies bursales. Alors, on peut voir à sa superficie ici une image ovalaire, hypoéchogène, hétérogène, qui est celle d'une bursite prépatellaire qu'on voit dans certaines pathologies ou surtout certaines professions telles que le genou du carreleur ou le genou de la bigote. Et généralement, c'est une bursite mécanique, mais elle peut être infectieuse ou encore microcristalline. Sinon, en dessous de ce ligament patellaire, enchâssé entre le ligament patellaire et la graisse de Hoffa, on peut voir aussi un épanchement bursal à ce niveau-là, hypoéchogène, ovalaire, qui est celui de la bursite infrapatellaire profonde, qu'il ne faut pas confondre à tort avec le simple épanchement minime qu'on peut voir chez certaines personnes et qui est tout à fait physiologique. Alors, en dessous de ce ligament patellaire, et dans cet espace qui est là, donc tout cet espace, c'est la graisse de Hoffa. La graisse de Hoffa, comme vous le voyez ici, elle a un aspect hypoéchogène, par rapport au tendon, qu'on arrive très bien à distinguer donc la différence. Cette graisse de Hoffa, elle peut être le siège d'une poussée inflammatoire qui se manifeste cliniquement par un genou douloureux, tuméfié, associé à un syndrome d'instabilité. Alors cette graisse de Hoffa, sur le plan échographique, lorsqu'elle est inflammée, on va voir
la perte de cette hypoécogénicité, on va avoir un aspect hétérogène de la graisse avec des plages hyperécogènes et donc on ne voit plus cette dédifférenciation ligamentaire graisse. On va remonter un peu plus haut cette fois-ci et on va aller vers notre tendon quadricipital. Alors, sous le tendon quadricipital, on a ce qu'on appelle le récessus sous-quadricipital. Alors, c'est cet espace virtuel ici, hypoécogène, qui est plus ou moins allongé. Alors, ce récessus sous-quadricipital, normalement, il contient une fine lame de couche liquidienne qui ne dépasse pas les 3 mm d'épaisseur. Et ce récessus sous-quadricipital, il est tapissé par une fine couche synoviale. Et c'est à ce niveau-là qu'on va rechercher les éventuels épanchements ou les hypertrophies synoviales. Alors, en échographie, les épanchements, on sait très bien qu'ils ont un aspect anéchogène, mais ceci dit, parfois, il peut être hypo, iso ou même hyperéchogène en fonction de la pathologie. Pareil pour l'hypertrophie synoviale. C'est pour cette raison que pour faire la différence entre un épanchement ou une synovite, il y a 3 signes à connaître. L'épanchement d'abord, il est compressible, que ce soit par la sonde ou par la contraction musculaire du quadriceps, ce qui permet de chasser le liquide dans le récessus sous-quadricipital. Deuxième chose, on peut s'aider du Doppler et lorsqu'il est positif, il va signer la présence d'hypertrophie synoviale. Et troisième chose, l'épanchement, lorsqu'il est de faible abondance, il va aller se loger en déclive, en position déclive, c'est-à-dire dans le récessus latéral. Pour cela, on va pivoter notre centre et on va aller repérer l'aileron rotuléen, qui s'étend entre... Voilà. Alors, l'aileron rotuléen qui s'étend entre la patella et le condyle fémoral latéral, qui est cette structure donc hyper trilamellaire avec une bande hyperéchogène séparée, 2 bandes hyperéchogènes séparées par une zone hypoéchogène. Et donc en dessous de l'aileron rotuléen ou rétinaculum patellaire, à ce niveau-là, on peut voir les éventuels épanchements lorsqu'ils sont de faible quantité et qu'on peut parfaitement ponctionner sous échographie. Alors l'aileron rotuléen qui est là, c'est une structure très intéressante parce qu'elle permet de stabiliser la patella dans son emplacement. C'est souvent l'aileron rotuléen latéral, médial plutôt, qui est touché. Donc, et dans ce cas-là, on va rechercher des signes de pré-rupture ou de rupture, difficilement distinguables en échographie, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir un hématome périlésionnel qui évoque la rupture donc, de l'aileron rotuléen, et c'est une des étiologies du syndrome fémoro-patellaire. Alors, nous passons maintenant à l'étude du cartilage. Alors, pour cela, donc, il faut savoir que le cartilage rétropatellaire et le cartilage tibial ne peuvent pas être vus en échographie. On va se limiter à l'étude du cartilage de la trochlée fémorale. Pour cela, on va demander au patient de faire une flexion maximale de son genou et on va poser notre sang transversalement au-dessus de la patella pour voir notre cartilage patellaire. Alors ce cartilage, comme vous le voyez ici, donc, il est hypoéchogène ou anéchogène, donc bordé par 2 lignes hyperéchogènes. Celle qui est en profondeur, c'est celle de la corticale osseuse. Celle qui est en superficie, c'est le renforcement des échos au niveau de l'interface graisse-cartilage. Alors cette coupe elle est très intéressante parce qu'elle nous permet donc d'apprécier l'épaisseur du cartilage, qui est normalement de 3 mm, mais aussi elle prend tout son intérêt, notamment dans les pathologies microcristallines, puisqu'on peut voir à l'intérieur du cartilage, en intracartilagineux, des images hyperéchogènes et linéaires ou en amas, qui signent la présence de dépôts de pyrophosphate de calcium, mais également on peut voir des images hyperéchogènes linéaires à la superficie du cartilage, donnant l'aspect de double contour et qui signent les dépôts d'urate. Alors il faut faire très attention parce que cet aspect en double contour peut être trompeur. Donc il y a 2 petites astuces pour être sûr qu'il s'agit bien d'un double contour. Il faudrait que les 2 images linéaires donc en double contour soient de la même échogénicité, contrairement à l'image normale comme vous le voyez ici. Donc on voit la ligne en profondeur de la corticale osseuse qui est plus hyperéchogène. Et deuxième astuce, c'est qu'il faut aller confirmer cet aspect de double contour en coupe longitudinale cette fois-ci. Donc on se met sur le condyle latéral et le condyle fémoral
pour essayer de voir et confirmer cette image en double contour et sensibiliser notre examen. Alors, une autre coupe qu'on peut faire sur la trochlée fémorale, mais cette fois-ci le genou soit en extension, soit en légère flexion, comme ici. On repère notre trochlée fémorale, mais cette fois-ci, on va regarder surtout la pointe de la patella, qui normalement, avec son condambre postérieur, elle doit se diriger vers la gorge de la trochlée. Alors, si ce n'est pas le cas, si on ne voit pas ce condambre postérieur en regard de la gorge de la trochlée, ceci signe une luxation donc, de la patella. On doit mesurer le décalage entre ce condambre postérieur et la gorge de la trochlée. Et si ce décalage dépasse les 10 mm, ceci signe la luxation de la rotule, qui est aussi une des étiologies du syndrome fémoro-patellaire. Cette coupe elle est aussi intéressante parce qu'elle nous permet de voir l'aspect de la trochlée fémorale. Ça doit nous permettre de voir si cette angulation de la trochlée fémorale dépasse les 140 degrés ou s'il s'agit d'une trochlée plate ou encore si elle a un aspect en triple segment. Et toutes ces anomalies-là, c'est des étiologies du syndrome fémoro-patellaire. On passe maintenant à l'étude du compartiment médial où on va voir les signes évocateurs d'une entorse du ligament collatéral médial, les anomalies méniscales et les tendinopathies de la patte doigt. Alors, le ligament collatéral médial, qui est le ligament le plus long de l'organisme, il a un aspect trilamellaire, comme on le voit sur cette coupe. Donc, il est là, notre ligament collatéral médial. Donc, avec deux lignes hyperéchogènes séparées par une bande hypoéchogène. Parfois, ce ligament collatéral latéral médial plutôt n'est pas très bien visible parce qu'il a un trajet oblique à la jambe et non pas parallèle. Donc, il s'insère largement sur le tibia en distalité et sur le condyle fémoral médial donc, en proximal. Alors, ce ligament collatéral médial, il peut être donc, le sujet d'entorse. Dans ce cas-là, en cas d'entorse aiguë, on va voir la perte de cet aspect trilamellaire. Il va être épaissi, hypoéchogène, et il n'est pas rare de voir une collection liquidienne périligamentaire. Alors, ce ligament collatéral latéral, quand il est atteint, il peut y avoir une atteinte aussi de l'aileron rotuléen qu'il faudra rechercher. Et aussi, lorsqu'il évolue vers la chronicité, ce ligament collatéral latéral, médial plutôt, il peut y avoir des calcifications au niveau de son insertion donc proximale, ici, en regard du condyle médial. Et cette calcification, donc, elle peut être donc, douloureuse et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Pellegrini-Stieda. Alors, quand vous voyez ce ligament collatéral médial, il est en contact direct avec la capsule articulaire, avec la membrane synoviale, qui est cette dernière, elle est en contact direct avec le ménisque médial, qui est cette image triangulaire hyperéchogène. Alors, ce ménisque, il peut être le siège de fissures méniscales qui se traduit échographiquement par un liseré hypoéchogène à l'intérieur du ménisque. On peut voir aussi des kystes périméniscaux et on peut voir des images ponctiformes hyperéchogènes intraméniscaux qui sont évocatrices de dépôts de pyrophosphate de calcium dans le cadre de la CCA. Alors, l'échographie ne constitue pas l'examen de choix pour l'étude des pathologies méniscales et il vaudrait mieux privilégier l'examen IRM pour tout ce qui est ménisque. Passons maintenant aux tendons de la patte doigt qui sont faits par le muscle sartoreus qui vient d'antérieur, le gracile et le semi-tendineux qui vient de la loge postérieure, qui vont se réunir et aller s'insérer sur donc, la face antéromédiale du tibia, au niveau de cette cupule. Voilà. Alors, ces tendons de la patte doigt, ils peuvent être le siège d'une tendinopathie. Dans ce cas-là, on aura un aspect épaissi, hypoéchogène, avec peut-être un signal Doppler à leur niveau. Mais aussi, on peut voir parfois un épanchement bursal, avec une bursite qui va s'interposer entre le plan tendineux et la corticale osseuse, qu'on appelle la bursite ancérine, et qu'on peut parfaitement infiltrer sous échographie. Nous passons maintenant à l'étude du compartiment latéral où nous allons voir les anomalies du tractus iliotibial ou la bandelette iliotibiale.
Nous allons également voir les signes d'entorse du ligament collatéral latéral, les tendinopathies du biceps fémoral et les anomalies de l'articulation tibiofibulaire proximale. Alors, on va commencer par la bandelette iliotibiale que je rappelle, elle prend naissance au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure de fibres venant du grand fessier et du tenseur du fascia lata qui vont se réunir et ils vont longer la face latérale de la cuisse, passer près du condyle fémoral latéral pour aller s'insérer sur la face antérolatérale du tibia. Alors, on va commencer par la bandelette iliotibiale. Je vous donne une petite astuce. Pour explorer les tendons et les ligaments de la face latérale du genou, je vous conseille de commencer par un repère connu qui est le ligament patellaire. Ensuite, vous allez glisser latéralement et en distalité dans ce mouvement-là pour voir de façon successive le ligament patellaire, la bandelette iliotibiale, le ligament collatéral latéral, ensuite le tendon du biceps fémoral. On va commencer donc par la bandelette iliotibiale. Donc je pars du ligament patellaire, je descends distalement et la première structure tendineuse qu'on voit ici, c'est notre bandelette iliotibiale, d'accord, qui est là, qui s'insère largement sur le tubercule de Gerdy et au niveau de cette zone-là, on peut avoir des tendinopathies d'insertion et des calcifications. Cette bandelette iliotibiale, comme je vous ai dit, en proximale, elle passe de façon très proche du condyle fémoral. À ce niveau-là, normalement, il y a une bourse de glissement qui, lorsqu'elle est inflammée, il y aura un épanchement visible sous forme d'image hypoéchogène qui peut être douloureuse lors de passage de la sonde et que vous connaissez sous le nom de syndrome de l'essuie-glace. Alors, deuxième structure à voir, c'est le ligament collatéral latéral. Il est plus difficile à visualiser que son homologue médial parce qu'il a aussi un trajet donc, qui est oblique. Donc, pareil, la même technique, ligament patellaire, bandelette iliotibiale. On descend plus distalement jusqu'à ce qu'on voit voilà, notre tête de la fibula. Et là, on a notre ligament collatéral latéral. Alors, ce ligament collatéral latéral, il peut être aussi atteint d'entorse. Donc, on aura une perte dans son aspect fibrillaire avec un aspect hypoéchogène, moins facile à distinguer en échographie. Donc, on privilégiera l'examen IRM pour les lésions de ce ligament collatéral latéral. Ce ligament collatéral latéral, comme vous le voyez, il reste à distance du ménisque latéral qui est en profondeur par rapport à son homologue médial. Donc, l'exploration du ménisque latéral, on préférera l'explorer en IRM. Alors, ce ligament collatéral latéral, on va le suivre en proximal et vous voyez que lors de son passage et avant son insertion sur le condyle fémoral latéral, il va aller passer au-dessus d'une gouttière qui est la gouttière condylienne où se loge le tendon poplité qui est ici. Ce tendon poplité, c'est le seul tendon à gaine du genou et peut être donc, le siège d'une inflammation, notamment dans les rhumatismes inflammatoires. Donc, on peut avoir une véritable ténosynovite, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde. Passons maintenant à l'étude du muscle biceps fémoral qui vient de la loge postérieure de la cuisse. En fait, c'est le muscle, c'est cette corde qu'on palpe lorsqu'on fait une flexion du genou. Alors, pour l'examiner, on repère notre ligament collatéral latéral. Voilà, sur la tête, avec son insertion sur la tête de la fibula, ici. En fait, la tête de la fibula, c'est la zone d'insertion non seulement du ligament collatéral latéral, mais également du biceps fémoral. Alors, pour mieux visualiser, on va faire un mouvement d'éventail. On va glisser le pôle supérieur de la sonde pour tomber directement sur notre tendon du biceps fémoral. Ce biceps fémoral peut être le siège de tendinopathie avec un épaississement qu'on peut voir. On peut voir également des kystes synoviaux qui s'interposent entre le biceps fémoral et le ligament collatéral latéral puisque c'est une zone de conflit. Alors à ce niveau-là, on a l'articulation tibiofibulaire proximale. On reconnaît la tête de la fibula. Ici,
on a le tibia. Et dans cette articulation tibio-fibulaire postérieure, on peut avoir des épanchements, mais également des kystes synoviaux qui peuvent comprimer le nerf fibulaire et être responsables de lésions neurologiques et de paresthésie au niveau de la face latérale de la jambe. Passons maintenant à l'étude du compartiment postérieur où on va voir les tendinopathies d'insertion des gastrocnémiens médial et latéral, du semi-membraneux. On va voir également les éventuels épanchements tels que le kyste poplité et les anomalies des masses musculaires. Alors je rappelle que le creux poplité, il a limité par 4 parois musculaires donnant la forme d'un losange. On trouve en haut et en dedans le semi-tendineux et le semi-membraneux. En haut et en dehors le biceps fémoral, en bas et en dehors le gastrocnémien latéral, en bas et en dedans le gastrocnémien médial. Alors dans ce creux poplité, il y a le paquet vasculo-nerveux avec l'artère et la veine poplitée. On a le nerf sciatique qui va subdiviser juste avant le creux poplité pour donner le nerf tibial et le nerf fibulaire qui va aller vers la tête fibulaire. Alors, il faut savoir que les pathologies du kyste poplité sont multiples et variées. Donc c'est un 5 fourre-tout, tout n'est pas kyste poplité. C'est pour cette raison qu'il faut bien examiner le genou, il faut bien connaître son anatomie. Et donc le kyste poplité en lui-même, ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Alors, on va commencer par le muscle gastrocnémien médial. Voilà. Qui est là, qui passe au-dessus de la coque condylienne, comme vous voyez ici. Alors, les tendinopathies des gastrocnémiens, c'est une pathologie qui est très très rare. Alors, au-dessus, on a le tendon du semi-membraneux, qui est ici. Alors, il faut savoir que le semi-membraneux se termine par 3 tendons. Un tendon réfléchi qui va s'insérer sur le ligament collatéral médial, un tendon récurrent qui va s'insérer sur la coque condylienne médiale et un tendon direct qui est le plus explorable en échographie, qui est notre tendon qu'on voit ici. D'accord ? Pour le voir, il vaut mieux piquer en distalité avec le bout distal de la sonde. Alors ce tendon, il peut être le siège de tendinopathie, donc on aura un aspect épaissi hypoéchogène de ce tendon et on peut même voir des kystes synoviaux à ce niveau-là. Alors en dessous du tendon du semi-membraneux, cette zone triangulaire, c'est le ménisque dans sa partie périphérique qui peut être le siège de clivage ou de dépôt hyperéchogène évocateur de chondrocalcinose. Alors quand on descend en distalité, on va voir l'aspect peigné du gastrocnémien médial avec son fascia en double feuillet hyperéchogène. Alors au niveau de cette zone-là, chez les sportifs de haut niveau, ils peuvent avoir des douleurs vives et aiguës du mollet. Dans ce cas-là, on va explorer ce fascia-là et on pourra voir un épanchement qui écarte les 2 feuillets hyperéchogènes. En fait, c'est un hématome dans son fascia qu'on peut confirmer en coupe transversale et il s'agit du tennis leg. On remonte de façon proximale. On va voir en coupe transversale le semi-tendineux, notre tendon semi-tendineux. Alors, hop. Donc, le semi-tendineux en superficie, le semi-membraneux juste en dessous et le corps charnu du gastrocnémien médial. Alors, au niveau de cette zone, entre le semi-membraneux et le gastrocnémien médial, il y a une zone virtuelle qui, lorsqu'elle est donc, siège d'un épanchement, ça donne naissance au kyste de Becker ou le kyste poplité. Donc, il aura un aspect anéchogène, ovalaire, compressible par la sonde sans signal Doppler. Parfois, donc, il peut être hypo ou même hétérogène et cloisonné lorsqu'il est vieilli. Alors, chose importante pour ce kyste poplité, c'est que pour être sûr qu'il s'agit bien d'un kyste, il faut vérifier sa position tout d'abord qui est entre le semi-membraneux et le gastrocnémien médial. Deuxième chose, il faut vérifier son collet, donc sa zone de contact, de communication avec l'articulation. D'ailleurs, sur le plan chirurgical, on ne résèque plus le kyste poplité comme avant, mais on vient agrandir ce collet-là pour laisser le libre passage au liquide entre le kyste et l'articulation. Et troisième chose, il faut aller regarder le paquet vasculo-nerveux qui a une position plus latérale.
donc à ce niveau-là, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un anévrisme ou d'une thrombose ou d'une tumeur nerveuse telle qu'un schwannome. Alors, on va revenir sur en coupe longitudinale parce que ce kyste poplité, parfois, il est rompu et dans ce cas-là, il peut mimer à tout point donc, une thrombophlébite. L'échographie nous permet facilement de faire la part des choses en revenant sur le corps charnu donc, du gastrocnémien médial. Et dans ce cas-là, on aura un épanchement à la superficie du gastrocnémien médial et non pas en profondeur comme on l'a vu tout à l'heure pour le tennis leg. Alors juste un petit mot pour le pivot central. Le pivot central est difficilement explorable en échographie parce qu'ils ont une position donc, assez profonde. Donc il vaut mieux les explorer, les ligaments croisés par l'IRM. Mais vu leur position donc, intracapsulaire et extrasynoviale, on peut parfois voir un épanchement au niveau de l'échancrure intercondylienne, comme vous voyez donc ici. Donc, on a notre échancrure intercondylienne. Et lorsqu'on voit donc un épanchement à ce niveau-là, on est sûr que ce n'est pas un épanchement intra-articulaire, mais il s'agit probablement d'un hématome périligamentaire. Et donc, ça nous pousse à aller explorer notre ligament croisé ou nos ligaments croisés par une IRM. Alors tout ça pour vous dire qu'entre des mains entraînées, l'échographie du genou peut compléter utilement notre démarche diagnostique en donnant une orientation diagnostique à notre pathologie ou bien en montrant des images infraradiologiques ou encore en complétant notre geste thérapeutique par une ponction ou une infiltration.